Bonjour à tous. Donc on va vous faire la présentation des recommandations qui ont été émises par le CFMS vis-à-vis des fondations, la conception, leur calcul, l'exécution et le contrôle des structures photovoltaïques au sol. Bon, déjà une petite présentation du CFMS parce que vous êtes, on va dire, un bon tiers à ne pas être membre du CFMS, ce qui est une bonne chose à mon sens, puisque c'est une société savante qui est affiliée à la Société internationale de mécanique des sols, dont l'objet est de promouvoir et de partager les recherches et les avancées dans le domaine de la géotechnique et de la mécanique des sols. Donc l'objectif, c'est d'échanger un petit peu avec tous les gens qui gravitent autour de ça et qui travaillent avec nous pour leur expliquer ce qu'on fait, quel est l'intérêt, vers quoi on va. Je vous ai parlé du CFMS, des recommandations, donc je vais aussi vous indiquer que les recommandations, elles sont disponibles en ligne. Elles sont disponibles en ligne sur le site du CFMS de manière assez simple. Vous avez sur le bandeau en haut recommandations du CFMS. Et si tout va bien, vous avez ici les recommandations qui nous intéressent aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi des recommandations sur de l'éolien flottant. Bon, on n'est pas dans le même domaine d'activité, mais vous avez toute une série de recommandations que vous pouvez aussi récupérer. Donc ces recommandations, elles sont gratuites pour les membres du CFMS, à titre onéreux pour les non-membres, mais c'est 20 €, je crois, donc c'est quand même pas non plus ce qui est de plus cher. Donc cet aparté étant fait, on va pouvoir commencer sur la genèse. Pourquoi est-ce qu'on en est venu là? En fait, en 2021, on a fait le constat au niveau du CFMS qu'il y avait une filière qui se développait de façon très très importante et pour lequel on n'avait pas vraiment de référentiel sur la réalisation des fondations profondes qui sont relativement courtes. Sur la partie conception, dimensionnement, sur le contrôle, l'exécution, et qui dérogeait plus ou moins de la norme Eurocode à 94-262. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se retrouvait souvent, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais souvent sur des terrains qui pouvaient être des délaissés routiers, d'anciennes gravières, d'anciennes carrières, donc des terrains quand même qui ne sont pas forcément d'un point de vue géotechnique les meilleurs. Et on allait sur des décharges aussi. On disait, les municipalités étaient très contentes de pouvoir afficher un petit bilan vert. Et de l'autre côté, de mettre quelque chose sur un terrain qui n'était pas forcément utilisable autrement. Le dimensionnement qui se faisait beaucoup sur la base d'essais de pieux, et pour nous, géotechniciens, enfin, dans notre façon de concevoir les ouvrages, c'était quelque chose d'assez particulier, parce que c'était relativement systématique. Comment on faisait l'interprétation. Il y avait aussi une difficulté, c'est qu'on avait beaucoup d'entreprises, on a toujours beaucoup d'entreprises étrangères qui avaient des us et coutumes qui n'étaient pas forcément les nôtres, et puis d'un pays à l'autre, c'était pas le même. Donc on avait une multiplicité d'approches. Donc un aléa avec possibilité des sinistres potentiels. Donc en janvier 2022, le conseil scientifique du CFMS, à l'époque Nicolas Néran, a autorisé à former ce groupe de travail. Et puis, j'avais pas de chance, hein, on m'a dit ça serait bien que tu y ailles t'en occuper. Bon. Quelle est la différence entre photovoltaïque et bâtiment? La grosse différence, c'est les spécificités, c'est les terrains qui ne sont pas les mêmes. Un bâtiment, vous êtes sur une surface qui est même on va dire relativement réduite, même si vous avez des grandes surfaces industrielles, mais ça reste quand même très très petit. Vous n'êtes pas à des 2, 3, 10, 20 hectares. On n'en est pas là. L'amplitude des chargements. Nous, en bâtiment, on parle 1000, 2000, 3000 tonnes pour certains, les plus chargés. Quand on est à 100 kg peut-être sur du photovoltaïque. On est aussi sur des charges descendantes sur le bâtiment, quand on est plutôt sur des charges ascendantes en photovoltaïque. Donc, on est déjà sur des choses qui sont complètement différentes. Les efforts aussi sont quand même beaucoup plus liés à des sollicitations et cycliques et ponctuelles, liées au vent, liées à la neige. Alors que dans le bâtiment, on est plutôt lié à des charges plus permanentes. La concomitance des efforts verticaux et horizontaux, qui est assez différente des bâtiments aussi. Une densité de fondation qui est bien plus importante. Sur un bâtiment, vous faites une fondation à peu près tous les 30 à 50 mètres carrés.
Là, vous en avez une tous les 2 mètres carrés. La géométrie aussi des profilés photovoltaïques. Vous avez des choses qui sont très très petites en bâtiment quand vous faites même une structure, un ouvrage d'art sur pieux battu, métal. Bon, on va avoir rapidement du HEB 180, donc il y a des surfaces peut-être 10 fois plus importantes. La longueur des fondations qui est complètement différente. Vous êtes sur des fondations qui sont très courtes, et 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres, quand vous serez au moins à 5 mètres sur les fondations profondes, classiques de bâtiments. Donc des réglementations et des usages particuliers, vous êtes sur une décharge, vous n'avez pas le droit de vous fonder, même pas le droit de faire des investigations, pas le droit de vous fonder, donc ça va être un peu plus compliqué à appréhender. Donc on va se retrouver sur des zones qui sont peu valorisées aussi. Et un cas qui est assez singulier, c'est que votre ouvrage, au bout de 20, 25, 30 ans, vous devez le rendre. Enfin, le terrain, pas l'ouvrage. Le terrain, vous devez le rendre. Il est loué, en quelque part. Et donc, on doit avoir une réversibilité des fondations. Voilà. Alors, quand on a commencé ça, on a essayé d'aller chercher des gens un peu partout, dans tous les domaines d'activité qui étaient dans cet acte de construction. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même une certaine difficulté à échanger parce que l'approche n'était pas tout à fait la même. C'était plus une approche industrielle du processus. Qui était versus plutôt une approche unitaire. Un bâtiment, on l'étudie, chaque bâtiment va être différent. Donc la première chose, c'est on va essayer de définir un vocabulaire commun que vous allez retrouver dans le document, et on va essayer d'adapter la philosophie de dimensionnement des Eurocode à la spécificité de nos ouvrages photovoltaïques. On a aussi essayé de chercher à préciser les points incontournables à prendre en compte, c'est-à-dire des points clés, des choses qui nous paraissaient très importantes. Et on a utilisé l'expérience de toutes les personnes qui étaient là. Justement, les personnes qui étaient là, on avait donc Nathalie qui s'occupait de l'animation. En fait, c'est elle qui a fait tout le boulot. Le président, vous savez à quoi ça sert, hein, c'est juste pour parler à la fin et pour les petits fours. Et puis on avait fait 4 groupes de travail. Donc la partie généralité, c'était la plus simple, donc je m'en suis occupé. Benjamin Damour qui s'est occupé du contenu des missions géotechniques. Gaël Fortunel et puis Anne-Laure Guillermin qui s'est occupé de la partie, alors peut-être la plus compliquée, dimensionnement géotechnique et structure, et les ouvrages annexes qui pouvaient être là. Et Gaël Gourin qui s'est occupé de la partie procédure d'essai, exécution et contrôle. Donc, si vous voyez sur le petit camembert, on était assez bien répartis entre maître d'ouvrage, bureau d'études géotechniques, bureau de contrôle, fabricant, M. Dinky pour représenter les assurances. Là, je vous ai mis le nom un petit peu de tout le monde. Alors, j'ai essayé de les classer pour que ça soit plus simple. Vous avez la partie géotechnique à gauche, bureau de contrôle et société sur la partie droite. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler un peu vocabulaire commun, parce que ici, vous avez des gens qui sont très spécialistes, qui font vraiment du photovoltaïque tout le temps, d'autres qui le sont un peu moins. Et donc, rappeler... Alors, ce sont des choses... Enfin, tout ce que vous allez trouver ce matin, vous les avez dans le guide. Alors, plus ou moins explicité, mais vous les avez dans le guide. Donc, nous, dans la conception, on ne va pas s'arrêter qu'au photovoltaïque. On va aussi regarder tout ce qui est partie voirie, tout ce qui est ouvrage annexe, dont les onduleurs, les postes de livraison, toutes ces choses-là qui vont être aussi intégrées dans nos approches. Donc les différents types d'ouvrages photovoltaïques que vous pouvez avoir, donc, c'est aussi dans la partie vocabulaire qu'on a essayé de le présenter. Puisque aujourd'hui, vous avez soit des ouvrages sur monopode, comme ici, soit des ouvrages en table portique. Donc le fonctionnement ne sera pas le même. Et dans le dimensionnement et les essais, vous verrez qu'on l'a appréhendé de 2 manières différentes. On va aussi parler de tracker, donc mono-axe ou 2 axes. Et on a aussi le cas des ombrières sur parking qui sont un petit peu différentes. On peut avoir des structures qui sont complètement différentes, donc classiques comme ici, on va dire avec une inclinaison, mais vous allez avoir aussi des choses qui sont des structures verticales, horizontales. En montagne, sur des paravalanches, vous pouvez en avoir, pourquoi pas. Alors,
celle-là, vous n'allez pas certainement produire de l'électricité pour une grande ville, hein. C'est plutôt pour le chalet qui est à côté, hein. Vous allez avoir ça sur une ancienne gravière qui sera peut-être, ou un petit lac, ou une retenue d'eau collinaire, pour aussi profiter de ces surfaces qui ne sont pas utilisées. Aujourd'hui, alors ça, c'est je dirais, le point qui a bien évolué entre le début de nos travaux et aujourd'hui. L'agrivoltaïsme, on n'en parlait pas au début, et puis maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, on va parler ou d'agrivoltaïsme ici, ou d'une centrale avec éco-entretien, pour justement ne pas avoir à passer de temps en temps couper les herbes. Les différentes techniques de fondation des tables que vous pourriez avoir, donc la plus classique, c'est la cornière battue. Donc, qui va correspondre pour nous, géotechniciens, à une technique de type pieu battu ouvert, au sens de la 94-262. On peut éventuellement, dans certains cas, avoir un petit préforage, mais avec une dimension qui sera quand même plus réduite que la dimension du profilé. Et le problème de cette technique-là, c'est que dès que vous allez avoir des parties rocheuses, des blocs dans d'anciennes gravières comblées, par exemple, vous allez avoir un risque de faux reflux sur ces blocs. Mais c'est la technique la plus usuelle, la plus simple à mettre en œuvre, la plus rapide, qui nous a été, je dirais, peut-être 50% aujourd'hui des ouvrages doivent se faire comme ça. Deuxième technique forêt avec un grain de riz et battu à l'intérieur. C'est-à-dire que je fais un pré-forage destructif avec un diamètre de forage qui est bien plus important que le diamètre du profilé que je vais mettre en place. Je viens y glisser un petit gravillon, un grain de riz ou un petit sablon, et je viens mettre en place la cornière à l'intérieur par battage. Ça pourrait correspondre à un pieu battu ouvert dans du matériau granulaire. Le problème, et ça on l'écrit en toutes lettres dans le document, c'est qu'on a beaucoup, je ne vais pas dire de sinistres, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de vrai compactage du matériau, donc on ne recrée pas une densité importante du matériau, enfin de l'encaissant, du sol qui est mis en œuvre dans l'encaissant. Et donc, peut-être une fois sur deux ou une fois sur trois, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on décommande d'utiliser cette technique. Je ne peux pas vous empêcher de la tester si elle fonctionne sur un terrain, si le compactage est mis en œuvre peut-être de manière différente. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais très clairement, il y a beaucoup de retours sur les essais où ça lâche avant la charge qu'on était censé atteindre. La technique forêt-béton, donc je fais un forage destructif. Je viens y insérer ou la cornière avant ou le béton et je viens mettre la cornière après. Deux solutions. Ça va ressembler à du micropieux type 2 si on se ramène à la 94-262. Par contre, il va falloir que votre terrain y tienne. Si vous êtes dans des sables pulvérulents, il y a peu de chances que vous ayez le temps de mettre votre béton et ça ne tiendra pas. Voilà. Donc le problème aussi qu'on peut avoir, c'est le bétonnage. Il faut être un béton assez fluide pour pouvoir enrober votre profilé, votre cornière, depuis le bas jusqu'en haut, pour être sûr qu'on n'ait pas un point de faiblesse et donc potentiellement plus un problème de corrosion de vos aciers plus important. On a aussi, alors aujourd'hui, on n'est pas grand clair, on n'est pas voyant, on ne sait pas ce qui va se passer et on ne va pas interdire des techniques ou ne pas évoquer des techniques qui, dans 5 ans, dans 10 ans, seront peut-être courantes sur le marché. Donc, on a évoqué les fondations qui seraient un petit peu différentes, mais qui travailleraient par frottement latéral et qui disposeraient d'un avis technique, donc du CSTB ou d'un EPG, donc une évaluation de procédés géotechniques, qui est délivré par le CEREMA à l'université Gustave Eiffel. Voilà. Sachant que ces techniques-là font l'objet d'un cahier des charges spécifique et donc il faudra se reporter dans ce cahier des charges aux informations qui sont indiquées. Et dans la justification, on va l'utiliser de la même manière que le profilé classique en partie essai notamment. Alors peut-être que le cahier des charges dira je fais moins d'essais, je fais plus d'essais, je fais des paliers différents, j'en sais rien, mais on se reportera au cahier des charges.
Voilà. Donc dans ces techniques nouvelles qu'on peut imaginer, c'est les encres, les vis. Demain, je ne sais pas, il y aura peut-être encore autre chose. Je ne les connais pas toutes. On a aussi comme technique de fondation de ces ouvrages des massifs lestes. Alors, on ne les traite pas là, dans le document, puisque on a fait le choix de rester sur les fondations profondes plutôt, qui était quelque chose de très différent de ce qui se fait plutôt sur les fondations classiques de bâtiments. Donc, on appliquera la 94-261 fondation profonde parce que finalement, il y a assez peu de différence sur la façon d'appliquer. La seule chose, c'est peut-être l'absence de mise hors gel. Mais comme c'est un ouvrage provisoire, les bureaux de contrôle étant très sympathiques, ils comprendront qu'on puisse ne pas se mettre au minimum hors gel systématiquement. La norme, d'ailleurs, permet de le faire. J'ai relu la norme récemment, on peut. Donc, c'est des techniques qui sont plutôt utilisées sur des décharges parce que les volumes béton sont assez importants, ou pour des centrales flottantes, comme des ancres latérales. Le lest, il va être en béton, voire en gabion ou d'autres structures poids. Donc, sur la partie centrale flottante, on ne l'a pas forcément traité dans le document, mais vous pouvez avoir aussi des systèmes de fondation qui vont être ou des massifs lest en extrémité du plan d'eau, ou des ancres à la base du plan d'eau. Voilà. Mais ça, nous, on ne l'avait pas évoqué, on est resté sur la partie à terre. Donc, si je fais un résumé des technologies, si je suis sur un sol meuble, vous allez plutôt utiliser des profilés battus, voire un profilé foré avec un remplissage béton, si le terrain le permet. Donc votre terrain, il est assez peu compact, pas de rochers, pas de blocs, profilé battu en priorité, sinon forêt béton. Si vous avez des éléments grossiers, vous allez peut-être passer sur des forêts béton, voire des massifs. Si on n'arrive pas, quelque chose avec des blocs, mais vous n'arrivez pas à tenir, vous allez peut-être passer en massif. Et si vous avez des excavations limitées, avec des charges, vous allez passer en massif, malheureusement. Voilà. Sur les limites d'emploi de ces recommandations, parce que bon, il fallait quand même dire, on ne va pas partout et on ne fait pas pour tout. Donc, on a limité les recommandations aux centrales de production d'énergie photovoltaïque à terre, sans activité ou occupation humaine permanente. Que les déformations qui étaient admissibles, elles étaient beaucoup plus importantes que le bâtiment. En général, le bâtiment, sur un bâtiment d'habitation, 2-3 cm, c'est le bout du monde, on va dire. Sur des structures métalliques, on ira peut-être jusqu'à 5. Bon, voilà. Là, peut-être que vous pouvez aller beaucoup plus loin. La structure photovoltaïque, elle a juste nécessité de fonctionner. Elle a beaucoup de déformations sur une centrale mise sur une décharge, par exemple. Si vous avez 10 cm de déformation, mais que l'ensemble de la tasse de 10 cm, finalement, ce n'est pas gênant. Voilà. On a une durée de vie qui reste quand même limitée. Donc, on a mis 30 ans parce qu'aujourd'hui, c'est l'ordre de grandeur des nouveaux contrats. Et qu'on était sur des classes de conséquences assez faibles. Donc, qu'est-ce qui est exclu de tout ça? C'est tout ce qui accueille du personnel de maintenance, protection des personnes. Des serres photovoltaïques où vous avez de l'activité humaine en continu ou quasi, ou les hangars agricoles avec des toitures, par exemple, ça ne rentre pas dans le guide, enfin dans les recommandations. Donc des bâtiments qui reçoivent des structures photovoltaïques, on va appliquer les Eurocodes directement. Les trackers 2 axes aussi, on les a exclus puisqu'ils sont relativement sensibles aux déformations. Et on a exclu les ombrières de parking. Alors, peut-être que certains auraient aimé qu'ils y soient, je suis désolé, mais il y a quand même une activité humaine qui est assez importante, alors pas la nuit, mais un supermarché a tendance à avoir quand même pas mal de monde. Et donc, pour ces ouvrages-là qui sont exclus, on appliquera les Eurocodes pleinement, entièrement. On n'a pas donc, on a exclu des recommandations les massifs lest puisqu'on considérait qu'on pouvait utiliser la 94-261. Donc en synthèse, en gros, centrale au sol, si vous avez du personnel, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. S'il n'y a personne, par exemple, on aurait pu se dire, si j'ai des animaux, j'ai de l'agro-pastoralisme, j'ai des choses comme ça,
Est-ce que je l'applique ou je ne l'applique pas? On a choisi de l'appliquer puisqu'on s'est focalisé sur l'activité humaine et sur la présence des personnes, donc protection des personnes. Voilà, donc en gros, on peut appliquer sur les centrales au sol, les structures verticales, les structures tracker un petit peu monoaxe, les centrales éco-entretenues, et on ne peut pas l'utiliser quand on a des bâtiments avec des personnes, les ombrières de parking surtout, les trackers 2 axes. Voilà. En gros, vous allez appliquer ces recommandations quand vous avez des fondations courtes, sans activité humaine et avec des ouvrages avec assez peu de déformation. Alors, on a cadencé les présentations avec des moments où vous aurez des questions à poser. Là, je ne vous laisserai pas la possibilité de poser des questions, je suis désolé. Mais je dirais à la fin, on pourra prendre un temps d'échange pour poser des questions plus générales qui n'auront pas été posées si nécessaire.